Tu sais, pour moi, l'hybride rechargeable, c'est la porte d'entrée vers l'électrique. En voulant dire, il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui sont créatifs, il y a des gens qui n'ont pas accès à la recharge à la maison. Ils peuvent s'acheter un véhicule hybride rechargeable, ça va faire le travail. Mais en général, leur prochain véhicule, il est électrique. Non, mais écoute, ça, c'est comme l'objectif carboneutre en 2050. Il y a des chances que Mazda soit même plus là en 2050. Fait qu'ils vont être carboneutre pour ça. Personnellement, je trouve ça délirant qu'on ait des phares qui soient tellement chers. La série de 4 heures, c'est pour ça que je disais que moi, j'apprécierais qu'il y ait des véhicules simples qui arrivent sur le marché. Oui. Jonathan, la voiture électrique, c'est devenu un débat de société au Québec. Ça soulève les passions. Il y a une question politique. Il y a des gens qui sont divisés sur le sujet. Parfois, ça s'enflamme. Puis c'est pas un mauvais jeu de mots que je fais là. Et ce que je veux d'abord mentionner, c'est qu'on n'est pas ici en compagnie de Daniel Breton aujourd'hui pour lancer un débat, mais bien pour en apprendre davantage sur la voiture électrique. Ça fait quand même déjà 15 ans qu'il y a des autos électriques sur le marché. Ça fait quand même 15 ans qu'il y a des autos électriques sur le marché. Il y a énormément de questions, il y a énormément d'éducation qui doit être faite là-dessus. Et je ne suis donc pas ici pour débattre à savoir si je suis pour ou contre la voiture électrique ou m'obstiner avec Daniel sur des sujets. On l'a déjà fait dans le passé. On sait déjà qu'on n'est pas nécessairement d'accord sur tous les sujets et c'est correct, mais ce n'est pas le but de l'exercice aujourd'hui. On veut en apprendre davantage là-dessus. Daniel est président de Mobilité électrique Canada et s'il y a un gars qui s'y connaît en voiture électrique, peut-être pas pour les réparer, mais pour savoir comment tout fonctionne dans le monde de la voiture électrique et comment la promouvoir, ben c'est bien lui. On a le bon gars. Merci d'être là, d'abord. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Daniel, je veux en premier lieu que tu nous parles de ton background parce qu'on sait que tu as les deux pieds dans le monde de la voiture électrique, mais avant que tu te découvres une passion pour ça, tu faisais quoi et qu'est-ce qui t'a mené à tout ça? On va reculer un peu dans le temps. Là. Moi, j'ai grandi à côté des raffineries. Je restais à 2 coins de rue de Montréal-Est, puis les 8 raffineries de l'époque. OK. C'est une drôle de contradiction. Ben en fait, c'est que c'est pas une contradiction, c'est que moi, j'ai été témoin quand j'étais jeune de déversements, d'incendies, d'explosions dans les raffineries, dont une au coin de la rue chez nous, il y avait un camion-citerne qui s'était renversé sur la rue Sherbrooke, à Montréal. OK. Puis là, le pétrole s'était répandu dans les égouts. Puis là, le feu avait pris, puis ça avait fait sauter le pétrole, ça avait fait sauter les bouches d'égout dans le quartier. Puis il y avait eu un mort, le chauffeur, puis il y avait eu de nombreux blessés. Puis là, à un moment donné, ça, je te parle de ça, je vais avoir à peu près 11 ans, 12 ans. Puis là, j'arrive en secondaire 1, puis en secondaire 1, c'était la première crise du pétrole, 74. OK. Crise du pétrole de 74, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est une crise qui a fait en sorte que le prix du pétrole a considérablement augmenté. Il y avait du rationnement de pétrole aux stations-service à l'époque. Donc, tu ne pouvais pas mettre plus que tant de gallons. Oui, puis il y avait des fils pour se rendre aux stations-service. Et là, je me suis dit, y a-t-il moyen de faire mieux que ça? Puis là, mes premiers cours d'écologie ont commencé à parler de voitures électriques et de voitures à hydrogène en 74. Fait que j'ai commencé à m'intéresser aux voitures à hydrogène, aux voitures électriques, ça fait 52 ans. Es-tu sérieux? Ah oui, je suis sérieux. Les voitures à hydrogène en 74? On parlait de voitures à hydrogène en 74. Puis là, on analysait ça, puis à l'époque, on pensait que la voiture à hydrogène, c'était la solution. Puis on disait, d'après moi, l'avenir va être là-dedans. Puis après ça, moi, je suis allé à l'université en relations internationales sur l'angle de la géopolitique de l'énergie. Parce que quand je suis arrivé à l'université, c'était la guerre entre l'Iran et l'Irak qui a fait deuxième crise du pétrole, qui a fait augmenter le prix du pétrole. Fait que quand j'ai vu la guerre récemment en Iran, écoute, on joue dans le même film, là. Oui. Puis ça avait fait considérablement augmenter le prix du pétrole. Puis encore là, il y avait des fils. Puis à l'époque, je travaillais comme étudiant dans une raffinerie. Fait que, tu sais, j'ai vu tout ça, moi, de l'intérieur. Tu as étudié ton sujet pour mieux le détester. Ah, c'est vraiment ça. Puis, ouais. Puis ensuite, comme étudiant, j'ai travaillé comme travailleur sur la chaîne d'assemblage chez General Motors à Sainte-Thérèse. OK. Quelle voiture? Ah, mon Dieu. À l'époque, c'était les Cutlass, les Malibu, Donc, Cutlass, Malibu, il y a Buick, Sierra. En tout cas, toute cette période-là, mi-80, là. Oui, OK. Tu sais, c'était avant les Camaro et les Firebird. Là, mais c'était les Malibu que Saddam Hussein avait achetés, notamment, là. Ces fameuses... Non, ça, c'était fait à... Non, excuse, c'était fait à Oshawa.
Oui, c'est Ouais, ça, ouais, c'est exactement. Là, toi, tu parles des voitures dont... En fait, c'était en Iran. Ouais. Puis à un moment donné, il a fallu qu'ils se débarrassent des voitures qui étaient pour être livrées en Iran à cause de la révolution iranienne. Puis là, il y avait un de mes chums qui s'était acheté une Malibu destinée à l'Iran dans laquelle il n'y avait pas de chaufferette. Mais il Parce qu'en Iran, il n'y a pas de n'y chaufferette. avait pas de chaufferette, 3 vitesses manuelles. C'est ça, exactement. 3.8 V6 de base, banquette, C'était de base, rien, exactement. rien. C'est ça, Ouais. exactement. Il les donnait, là. Ouais. Ouais. Fait que bref, tout ça pour dire qu'au fil des ans, à un moment donné, j'ai commencé à travailler en cinéma et en télé. Puis je suis retourné à l'université pour travailler en environnement puis en communication. Puis ça m'a amené à regarder la politique. OK. Parce que là, je me disais, écoute, je regardais la solution de la crise énergétique, des changements climatiques, parce que je suis retourné à l'université étudiant en changement climatique, gestion du carbone, analyse de cycle de vie. Fait que je suis allé 3 fois à l'université pour voir comment faire la transition. Puis je me disais, au Québec, le principal moyen de se débarrasser de notre dépendance aux hydrocarbures, c'est l'électrification des transports. C'est tout ça qui t'a amené à t'acheter un Honda Insight en 2001? Oui, exactement. Donc, il y a un quart de siècle, je me suis acheté une Honda Insight. Puis moi, je me souviens comme c'était hier en 2003, il y a George W. Bush qui est sur le parterre de la Maison-Blanche puis qui dit « Un jour, vous allez être capable de vous promener avec des voitures qui consomment moins, qui sont plus vertes, puis des voitures à hydrogène, puis des ci, puis des ça. » Puis je dis « Écoute, il me parle comme si c'était un jour dans le futur. » Puis je dis « Dans mon entrée de garage, j'en ai déjà une. » Puis cette voiture-là, je l'ai encore 25 ans plus tard. C'est plus. Mais t'as acheté ça pour être d'avant-garde ou y a-t-il une Parce qu'elle est raison en tant très que telle, ou- avant-gardiste. Ben là. oui. C'est en 99 qu'ils ont lancé cette voiture-là. En Amérique C'est la du Nord, première voiture hybride vendue ici, même avant la Prius. Avant la Prius, par c'est quelques ça. mois. Là. En fait, la Prius, c'était au Japon en 97. Oui. Puis la Insight, c'est aux États-Unis en 99, en 2000 au Canada. Puis moi, Ouais. j'ai acheté la mienne, c'est en 2001. Fait que donc, je l'ai depuis ce temps-là, mais c'était d'un point de vue technologique. Puis là, d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, là, si tout se passe comme prévu, là, cette année, je fais mes rénaux. L'année prochaine, je convertis ma Insight à l'électrique. Ah Après oui? 25 ans, oui. Puis tu vas mettre quoi comme mécanique dedans, Tesla? Je ne sais pas encore. Quelque chose, là. Écoute, la voiture pèse 800 kilos, là. Fait que, tu enlèves la vieille batterie NIMH, mets une petite batterie lithium-ion de 25 kWh, t'en as en masse. Une batterie de Hummer, là, par exemple? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il vient doubler le Le poids du le véhicule. gars, il se bâtit un trailer, tu sais, puis C'est ça. ça serait pas pire. Ouais. Tu as exercé aussi parallèlement le métier de chroniqueur automobile Ouais. de façon plus prononcée, là, puis tu le fais encore à l'occasion parce que tu veux te garder à la page des nouveautés qui arrivent. Ouais. Ta transition pour faire ce métier-là, elle s'est faite comment? Ça, c'est bien étrange. C'est qu'à un moment donné, écoute, j'étais porte-parole d'une coalition en environnement. Puis quelqu'un m'a envoyé un message, il dit on cherche quelqu'un qui connaît l'automobile puis l'environnement. Puis à l'époque, les gens qui parlaient ou travaillaient en environnement ne voulaient rien savoir de l'automobile. Oui. Puis les gens qui travaillaient en automobile, soit ne voulaient rien savoir de l'environnement ou ne connaissaient pas l'environnement. Fait que j'étais le seul. Fait que ça a commencé comme ça en 2004. Donc, Mais ça tu fait avais une 22 ans. passion pour l'automobile quand J'ai même. toujours eu une passion pour l'automobile. Écoute, moi, tu sais, on va se le dire, là, dans mon lourd passé, je me suis promené en gros V8. J'ai eu une Mustang 65, j'ai eu une Porsche Turbo, j'ai eu une Mazda RX-7. J'aime les voitures. Tu sais, puis quand je dis aux gens, ben achète-toi la voiture que tu as besoin, il y en a qui n'ont pas besoin de voiture, puis qui en achètent pareil, puis je le comprends parce que j'aime les voitures. Je veux Ouais, ouais. voir les spectacles de vieilles voitures. Moi, je comprends pas ça. Oui, c'est ça. mais tu comprends, j'aime les voitures. Tu sais, moi, je veux dire, ma famille, mon oncle travaillait chez GM à Détroit, puis mon cousin travaillait chez GM à Ottawa, à OK. Oshawa comme ingénieur. Fait que j'aime les voitures. Fait que, Donc, tu sais, Tu t'es retrouvé en 2004 comme chroniqueur automobile. chez Auto 1-2-3 à l'époque. OK. Puis je me souviens, j'ai Ce dit... qui veut dire qu'on a parallèlement travaillé ensemble. Ben en fait, moi, j'étais sur mon départ de toi 1, 2, 3 à peu près à ce moment-là. OK. Fait que tu avais commencé à faire des chroniques là. Ouais, quand puis moi, là, j'étais à peu- il appelait ça des chroniques vertes à l'époque. Puis là, moi, je me disais, écoute, parce que, tu sais, j'étais très, très direct, là. Puis je me disais, je vais perdre ma job, ça va prendre 2-3 semaines. Puis là, à un moment donné, écoute, je recevais des centaines de commentaires, puis des questions, puis tout ça. Puis là, je me disais, OK, il y a un intérêt pour ça. Puis là, après ça, ben, je suis allé au Guide de l'Auto, à la mission de télé, le Guide de l'Auto. J'ai été au Devoir. J'ai été, Ah oui? J'ai été au Journal de Montréal. Ça, c'est dans quelle année environ? Ah ben là, ça évolue dans le temps, là. Puis après ça, j'ai fait une chronique. Vois-tu, c'est en 2004-2009. Puis après ça, 2009, j'ai commencé à travailler avec Jacques Duval. Ouais. Le tandem auto, Jacques et moi, à la radio de Radio-Canada.
Une fois par semaine, lui et moi, on s'ostinait. Et puis, on a eu du fun au bout. Jusqu'en 2012, quand je me suis présenté comme candidat aux élections. OK. Puis là, j'ai arrêté, évidemment, de travailler à la radio, à la télé, dans les journaux sur le sujet. Quand tu as acheté ta voiture hybride, c'était plus pour l'électronique de la voiture ou l'environnement que tu l'as acheté? Dans quel point? Le tout. C'était l'innovation, c'était l'environnement, la technologie. Parce que tu sais, c'était une voiture dont le châssis et la carrosserie étaient faits en alu. Fait que c'était quand même très avancé parce que c'était fait dans une usine au Japon, ils faisaient 2 voitures, la S2000 et la Honda Insight. Ouais. Tu sais, ma voiture, 25 ans plus tard, il n'y a pas de rouille, là. Mais c'était une auto expérimentale. C'était une Puis auto toi, expérimentale. Ça t'a servi de banc d'essai pour un peu voir comment tout ça allait évoluer au fil du temps. Parce qu'évidemment, des voitures hybrides avec ce système-là, IMA, ça n'existe plus aujourd'hui. C'était très rudimentaire, là. Puis qui plus est qu'une boîte manuelle. Oui, avec une boîte manuelle 5 vitesses. Ouais. Tu sais, c'est assez particulier. Et la seule chose que j'ai eu à changer sur ma Insight, c'est la boîte manuelle. C'est pas la batterie, c'est pas le reste, ce qui est c'est la boîte ironique. manuelle. Ouais. Tu es rendu à combien de kilomètres? 250, quelque OK. chose. Le rodage est presque fini. Ah, Ça, oui, ça, c'est le quart d'une vie d'une voiture de livraison chez Pièces Auto Super. Oui, C'est pas voilà. si pire. Mais, Mais, des années encore. Mais écoute, je veux qu'on revienne en 2004 parce que en 2004, des voitures hybrides, il n'y en avait pas des masses. Il y Puis en des avait pas des électriques, on était encore loin que ça Il y en avait arrive. pas. Il y en avait pas. C'est Non. ça, la première électrique, si ma mémoire est bonne, c'était l'Imiev. Oui, 2010. Tu sais, puis bon, Tu avais la Volt. ouais, Puis la Leaf est arrivée. Moi, je me souviens, j'ai fait un texte dans le Devoir en 2010 sur la Leaf. c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, parler d'hybride en 2004, 5, 6, Ouais. c'était comme bon, OK, mais... Mais je parlais aussi de la géopolitique du pétrole, je parlais de notre dépendance aux énergies fossiles, je parlais de la pollution atmosphérique, je parlais de la résistance des constructeurs aux changements réglementaires puis aux changements technologiques. Parce que, tu sais, écoute, les gens pensent que Toyota a inventé le concept de voiture hybride. En fait, c'est un ancien scientifique de la NASA qui, au début des années 70, quand il y a eu la première crise du pétrole, est arrivé puis il a travaillé sur un prototype qui était un Buick Skylark, si mon souvenir est bon, en 74. OK. Puis il avait installé une batterie dedans pour en faire une voiture électrique. Puis à l'époque, les batteries n'étaient pas assez sophistiquées. Oh, ouais. Fait que là, il a mis un système moins sophistiqué. Puis là, il a développé un véhicule avec un moteur à essence, un moteur électrique. Et c'est lui qui a inventé le système de régénération freinage. OK. Puis, vois-tu, il a présenté ça au gouvernement américain. Le gouvernement américain dit notre programme d'aide financière pour développer les véhicules à technologie moins polluante, il est fini, fait qu'on s'en fout de ton projet. Fait que lui, il avait mis beaucoup d'argent et de temps là-dedans, puis ça s'est retrouvé sur une tablette jusqu'à temps que 20 ans plus tard, Toyota l'appelle puis dit « Hey, ton système, ça nous intéresse. » Fait que c'est un gars qui s'appelle Victor Wook, OK. qui est un Américain, qui est le père de la voiture hybride. Quand même. Ouais. Un jour, tu es devenu député péquiste Ouais. dans le comté de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Oui. Tu as été là pendant quoi? 2 ans, 2 ans et demi, avant de devenir ministre de l'Environnement en septembre. Ouais. Je veux que tu nous parles de ton parcours politique et ce que tu as appris de cette expérience-là, parce que c'est clair que ça t'a outillé pour tout ce que tu as fait par la suite. Ouais. En fait, tu sais, j'étais déjà impliqué quand même de manière politique parce que j'étais un de ceux qui avait aidé à repartir le Parti vert du Québec au début des années 2000. OK. Je m'étais présenté aux élections dans Hochelaga-Maisonneuve, j'avais eu un gros 3 Puis en 2007-2008, j'étais candidat du NPD sous Jack Layton. J'avais travaillé sur la rédaction de la plateforme Énergie, Transport, Environnement. Une chose que les gens ne savent pas, c'est que sur la plateforme Énergie puis électrification des transports, parce qu'on avait déjà une plateforme électrification des transports en 2008, la veille du dévoilement de la plateforme, à un moment donné, j'ai reçu le document qu'on devait présenter le lendemain en conférence de presse avec Jack Layton et Tom Mulcair. Puis 80% du volet électrification et transport était disparu. OK. Fait que là, moi, j'ai appelé Tom, puis j'ai appelé Jack, puis j'ai dit, écoutez, ça marche pas, là. Je veux dire, moi, j'ai travaillé là-dessus depuis des mois pour découvrir qu'il y avait des gens par en arrière qui avaient voulu faire enlever toute une série de pans de l'aspect de l'électrification des transports. Parce qu'il ne faut pas que tu t'oublies que le NPD était proche du syndicat d'automobile, puis les syndicats d'automobile ne voulaient rien savoir des véhicules électriques. Ouais. Fait qu'il avait voulu tout enlever. Fait que Jack m'a appelé et m'a dit, tu vas aller voir tel gars, puis tu vas ramener ça dans la plateforme. On a fini genre à 4 heures du matin. On a traduit, on a fini à 6 heures du matin. Puis à 11 heures du matin, on présentait la plateforme originale sur laquelle j'avais travaillé pendant des mois.
Juste, il voulait que ça soit politiquement correct à dire. Non, pas que ce soit politiquement correct à dire. C'est-à-dire qu'il y avait des influences qui faisaient en sorte de faire reculer certains dossiers. Puis tu vois ça en politique dans tous les partis. Ah oui. Mais ça a été, comment dirais-je... T'as nuit des longs couteaux. Oui, ben c'est ça. Puis, vois-tu, mon élection au Parti québécois, ce qui était particulier, c'est que moi, j'ai été élu le 4 septembre 2012. Puis dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, c'est là où il y a eu le type qui a fait l'attentat, qui a essayé de nous tirer dessus, puis qui a tué un gars, qui a blessé un gars. Puis mon directeur de campagne, la mitraillette, s'est enrayée dans son ventre. Parce que ce qui fait qu'il n'a pas tué plus de monde, c'est que son AK-47 s'est enrayé. Mais il s'est enrayé dans le ventre de mon directeur de campagne. Là, on parle de voyons. Tu le connais pas. Je le connais pas. Tu connais pas. Mon directeur de campagne, tu le connais pas. Non, l'assassin. Richard Bain. Ah oui, OK. Richard Bain. OK. Mais bref, lui, il s'en venait de tuer bien du monde. Là, si son âme s'était pas enrayée. Puis là, moi, je me suis tout de suite rendu compte du fait qu'il y avait de quoi de grave qui se passait. Fait que j'ai demandé à ma soeur, ma mère, tout ça, mon beau-frère de partir. Puis là, nous, on est montés sur scène. Puis là, ça puait l'essence parce qu'il y avait un ancien cocktail Molotov, ça brûlait en arrière. Wow. Fait que moi, j'ai été élu, là. Puis ce soir-là, il y a eu l'attentat. Je suis sorti de là, j'ai reçu des menaces de mort sur mon téléphone cellulaire 1 heure après, qui n'étaient pas liées à Richard Henry Bain. Puis, mon premier événement comme nouvel élu, ça a été de faire une vigile devant le Métropolis parce qu'il y avait un mort la veille. C'est comme ça que j'ai commencé ma vie politique. OK. Ça commence bien. Ça commence bien, hein, c'est un gros punch. C'est ça. Après ça, je suis devenu ministre de l'Environnement un mois après. Et là, il y a eu toute une campagne de salissage contre moi qui a fait que j'ai démissionné après une couple de mois. J'ai quand même réussi à faire avancer les dossiers. Fait que mon passage en politique a été extrêmement élevé. Là. Violent. Là. Violent, à tous égards. Puis, après ça, j'ai été nommé par Mme Marois responsable de la stratégie d'électrification des transports. Puis, dans le fond, j'étais en charge de la première stratégie gouvernementale d'électrification des transports au Canada entre 2013 et 2014, parce qu'on a perdu nos élections en 2014. Mais comment on se sent? Parce que le passage à la vie politique, c'est de se mettre à nu devant tout le monde et donc de dévoiler son jeu à 100 %. C'est le contraire. Mais quand c'est un constat d'échec comme ça, tu te sens comment quand tu rentres chez vous? Pour moi, c'est pas un constat d'échec. Je veux dire, tu sais, j'ai fait avancer la filière d'électrification des transports. J'ai fait en sorte qu'on arrête l'exploitation de l'amiante. Par après, mais sur le coup, ça doit être rough, là. Ben écoute, moi, là, après que j'ai démissionné comme ministre, j'ai été plusieurs jours où je suis pas sorti de chez moi. J'étais profondément déprimé. Ma mère était en Floride, elle capotait bien raide de voir ce qu'on disait de moi dans les médias. Ouais. Je recevais beaucoup de lettres d'insultes et de menaces. Parce que, tu sais, ça n'a pas commencé la semaine passée, là, les insultes et les menaces. Là, puis, tu sais, je suis certain que toi aussi, t'en as. Là. Fait que c'était élevé. Mais je veux dire, c'est pas... Moi, je veux dire, les insultes et les menaces, ça me dérange pas, là. Mais quand le monde se met à insulter ma famille, puis ma mère... Oui, ça peut aller loin. Là, ça va, oui. Là, ça, j'ai trouvé ça élevé. Puis j'ai pas beaucoup de respect pour les gens qui font ça, d'ailleurs, à ce jour. Mais, tu sais... Je me suis représenté aux élections en 2014, on a perdu. En 2018, je me suis représenté une dernière fois. Puis on m'a offert de me représenter il y a quelques semaines. Là. Puis j'ai dit non, je suis rendu ailleurs dans ma vie. Tu sais, j'ai 64. Moi, je vais laisser ça à relève, là, la place. Mais pour moi, la vie politique, ça fait partie de mon travail parce qu'écoute, l'année passée, chez Mobilité électrique Canada, on a eu 170 réunions, meetings avec des élus, des fonctionnaires à travers le pays. Là. Fait que quand les gens me demandent, t'en es-tu de la politique? Ben, dans les faits, dedans toutes les semaines avec des gens. Dedans toutes les semaines parce que je parle avec des fonctionnaires. On publie des rapports, on envoie les recommandations. Fait que je suis encore là-dedans, mais de l'autre côté, puis je sais quels sont tous les côtés de la médaille du travail que je fais. C'est-à-dire qu'aussi bien que tu représentes l'industrie, les groupes environnementaux, les élus, les fonctionnaires. Fait que je connais tous les aspects. C'est un bel avantage parce que tu as chaussé tous les souliers. C'est ça, exactement. Puis là, évidemment, on t'a sollicité récemment pour que tu retournes en politique, toujours au PQ? Je dirais pas de non. OK. Je dirais pas pour qui. Mais on m'a offert de retourner en politique. Puis j'ai dit non. Je laisse la place. Surtout que, tu sais, ma femme était à la retraite, ma femme a des problèmes de santé. Ma femme a été en politique pendant 35 ans. OK. Tu sais? Fait qu'on se dit... Non, mais là, c'est un choix de vie. Oui, c'est un choix de vie, exactement. Ouais. C'est ça. OK. Puis après la politique... Tu as fait quoi? Quel nouveau projet? J'ai continué à travailler sur ce qui m'intéressait, la transition énergétique, l'électrification des transports.
Fait que, tu sais, je suis revenu comme consultant, j'ai travaillé avec des gouvernements, j'ai travaillé avec des entreprises. Tu sais, avant la COVID, je ne sais pas si tu te rappelles, je faisais des Facebook Live à toutes les semaines sur l'électrification des transports. Ouais. Écoute, j'avais commencé, on était à 200-300 à écouter. Puis des fois, j'avais des semaines à la fin, là, en fait, j'ai fini la semaine avant la COVID. Puis les dernières fois, là, ça tournait entre 40 et 100 000 personnes par semaine qui regardaient ce que je faisais. Puis En là, live? ben, j'ai tout laissé ça. Là. Non, en vidéo, OK. en visionnement. Mais puis là, c'était des sujets. J'invitais des gens pour parler d'électrification des transports spécifiquement. OK. Puis après ça, ben, Mobilité électrique Canada, pour que les gens sachent. Là, Tu m'amènes sur cette question-là parce que là, je voulais que tu nous expliques de quoi il s'agit. En fait, Mobilité électrique Canada, c'est quoi? C'est quoi la mission? Ouais. Comment c'est financé? Comment, Ouais. comment ça fonctionne? très facile. Mobilité électrique Canada a eu 20 ans cette année. OK, déjà. Ça a été fondé par Al Cormier, Sylvain Castonguay et Pierre Lavallée. Donc, je ne sais pas si tu as connu ça, tu as le Centre d'expérimentation des véhicules électriques du Québec à Saint-Jérôme. Non. Ça a été Quand JM a fermé, le gouverneur du Québec à l'époque, M. Landry, a dit on va mettre de l'argent pour faire l'expérimentation sur les véhicules électriques. Donc, ça a été créé à Saint-Jérôme. Ensuite, le nom a changé pour le Centre national de transport avancé. Puis là, maintenant, ça s'appelle l'Institut du véhicule innovant. Mais tout ça, c'est parti de cette organisation-là il y a de nombreuses années. Fait que, bref, ils ont fondé Mobilité électrique Canada, dont la mission, c'était de faire en sorte d'augmenter la transition vers les véhicules électriques, que ce soit léger, lourd ou quoi que ce soit. Là. Oh, ouais. Puis, donc, nous, on a comme membre, on a entre 175 et 190 membres ces jours-ci. Là. Puis, tu sais, on augmente graduellement. Membre étant? Membre, ben, pour être membre, c'est des constructeurs automobiles, des fabricants de camions, des fabricants d'autobus, des fabricants de bateaux, des compagnies minières, des centres de recherche, des universités, des villes, des fournisseurs d'électricité, c'est comme Hydro-Québec, BC Hydro, Nova Scotia Power, OK. Fait que tout SAS le monde Power. proche ou de loin qui a rapport avec l'industrie. Oui. Puis des gestionnaires de flotte comme Purolator. OK. Fait que c'est des gens qui soit sont des fabricants, soit sont des gestionnaires, parce qu'on a des gestionnaires de flotte de véhicules. Tu sais, Kruger. OK. Fait que c'est des gens qui cherchent à comprendre l'électrification et le transport ou qui comprennent puis qui veulent aider les autres. Fait que donc, nous, on a des groupes de travail où on va travailler sur des dossiers précis, par exemple le recyclage de batteries ou la gestion de la demande d'énergie en fonction des véhicules lourds. Tu sais. OK. Puis là, on a un groupe, c'est les fournisseurs d'électricité, ils travaillent sur l'impact de l'augmentation du nombre de véhicules lourds sur la demande d'électricité, puis comment est-ce qu'on peut gérer cette demande-là. On écrit des rapports sur la fiabilité des bornes de recharge. Fait que ton rôle, dans le fond, c'est de rencontrer, exemple, des mines, puis c'est quoi ton problème en électricité, puis de ramener ça pour que ça avance le transport électrique. Il y a beaucoup de notre travail qui est de faire de la compréhension, de la gestion, de la planification. Tu sais, là, on travaille sur l'anticipation. de l'anticipation. Oui. Tu sais, il y a un projet là, qui n'a même pas encore été annoncé publiquement. Là. Ça va être ce qu'on appelle Vehicle to Grid Integration. C'est l'intégration des véhicules dans le réseau d'électricité. Fait que c'est pour ça que je travaille principalement avec des physiciens, des ingénieurs, puis des planificateurs, puis des économistes. Penses-tu qu'un jour, on va se rendre à 100% des autos électriques au Québec, les 7 millions de voitures? Oui, oui. Ça, c'est sûr. C'est même pas un enjeu. C'est la vitesse à laquelle ça va se faire. Combien de temps tu penses que c'est envisageable? Moi, je pense que de dire... si on veut parler de véhicules légers, on parle à peu près de 2050. OK. Véhicules lourds, 60-65. OK. Parce que, tu sais, c'est pas parce Ça serait plus long pour les véhicules lourds, selon toi? Ah oui, ça va être plus long. Ça va être plus long. Et pourtant, en tout cas, c'est une perception personnelle, mais je me dis, une entreprise a tout intérêt à faire la transition peut-être plus rapidement que des individus qui ont des besoins X. Ouais. Tu sais, l'exemple de Pièces d'Auto Super en est un. Ils ont quoi? 18 voitures électriques? Ouais. Tu sais, ils ont un parc de véhicules de livraison, sont rendus à 18 véhicules électriques. Puis ce qu'André me disait, c'est que vous économisez 800 à 1000 pièces par mois en essence par véhicule. Ah ouais. Mais la grosse enjeu qu'on a présentement... Mais c'est des gestionnaires de flotte. Oui. Mais c'est pas des gestionnaires de flotte de véhicules lourds. C'est des gestionnaires de flotte de véhicules légers. Oui, mais je veux l'électricité dire... va être un problème. Notre enjeu, c'est l'électricité présentement. On a saturé nos panneaux. Là, il faudrait faire des changements. Puis ça coûte une fortune ratio rendement. Là, il devient moins valide que s'il est déjà en place chez vous. Là. C'est là l'enjeu, d'après moi, des grosses entreprises aussi. Ben, en fait, des gros camions. D'abord, la disponibilité des camions moyens lourds sont assez rares pour le moment. OK? Tu sais, là, il y a Paccard à Sainte-Thérèse. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui est arrivé avec l'histoire des tarifs. Là.
Mais ce qui est une chose que peu de gens savent, c'est que là, Packard commence à fabriquer des camions Peterbilt électriques au Québec. Puis là, Packard dit, là, nous, ce qu'on veut, c'est faire en sorte de servir le marché canadien. Parce que là, le gouvernement américain a imposé un tarif de 25 % sur les camions qui viennent de l'extérieur des États-Unis. Ouais. Donc, le marché de Packard, donc les véhicules électriques ou diesel qui s'en allaient aux États-Unis, n'y vont plus. Et les véhicules qui partaient des États-Unis, qui vont au Canada, n'y vont plus. Fait que là, ils ont segmenté les deux marchés, ce qui fait en sorte que là, c'est plus compliqué pour une usine comme Packard à Sainte-Thérèse d'être capable de faire vivre autant d'employés qu'avant. Fait que là, il y a l'enjeu économique là-dedans. Il y a Novabus aussi. Novabus qui fabrique des autobus hybrides et électriques. Fait que, tu sais, ça fait partie de nos membres, ça. Tu sais, Peterbilt puis Novabus. Fait que nous, c'est pas juste les voitures. Là. C'est vraiment. Mais tu sais, je me dis, des véhicules de livraison qui travaillent de 8 à 4, de 8 à 5, puis qui, tu sais, des fourgons, des camions commerciaux, ça dort toute la nuit, ça se fait recharger durant la nuit, ça recommence à travailler le lendemain, comme tes véhicules de livraison. Tu sais, bon, là, Kia arrive avec une petite vanne, une petite PV5 que vous allez probablement acheter. On va l'essayer, oui, effectivement. Mais tu sais, ça, on n'est pas encore dans du poids moyen, poids lourd, mais tu fais juste grimper ça à un niveau supérieur, la logique demeure la même. Mais la majorité des véhicules de livraison pourraient être électriques aujourd'hui. C'est sûr. Mais il y a un enjeu, puis moi, je me souviens, il y a plusieurs années, j'avais fait un contrat avec une chaîne de restauration qui avait beaucoup de véhicules de livraison. On appelle ça pas mal Saint-Hubert Barbecue, là. Je vais garder les véhicules de livraison étaient-tu jaunes, puis y avait-tu un coq sur le toit? Ah, ben ça c'est à moi de le savoir, à toi de le deviner. Mais ce que je veux dire, c'est que il y avait des restaurants qui étaient intéressés, puis qui sont passés à l'électrique, puis il y en a d'autres qui disaient non. Ouais. Fait que il y a toujours la crainte du changement. On va se le dire, là, quelle que soit la technologie. Je me souviens, mon père, quand il travaillait chez GE, quand il était plus jeune, il y avait des gens qui disaient « Achetez-vous pas un micro-ondes parce que vous allez tous mourir irradiés. » Ouais. Le téléphone cellulaire était de faire en sorte qu'on aurait des cancers au cerveau. Hey, la je devrais être mort depuis topo, longtemps, moi, là. Ben oui, la quantité de topos qu'il y a eu aux nouvelles sur les dangers de parler au téléphone cellulaire et tout ça, ouais. Moi, vois-tu, ça fait 36 ans que j'ai un téléphone cellulaire, fait que je sais pas comment ça fait que je suis encore ici. Ouais. Les dates que tu as dit tantôt pour auto et camion, c'est juste au Québec ou c'est partout à travers le Canada, d'après toi? Je dirais à travers le Canada. OK. Ouais. Que tu sais, les provinces sont très, très divisées là-dessus? Oui, sauf que à un moment donné, la technologie évolue tellement rapidement dans les véhicules électriques que même les plus rébarbatifs, ça va s'en aller. Ils n'auront pas le choix. Sans nécessairement parler d'objectifs, actuellement, le nombre de véhicules électriques qu'il y a sur la route, ça ressemble à quoi? Électrique, hybride, rechargeable? Un demi-million de véhicules électriques. À peu près un demi-million de véhicules électriques et hybrides rechargeables au Québec. Donc, on est en avance sur les objectifs qui avaient initialement été planifiés. Bon, là, les objectifs changent, bougent. C'est un foutu bordel. Mais là, tu sais qu'il y a une consultation qui a lieu présentement. C'est-à-dire que la consultation a lieu entre 23 juin et 23 juillet. Consultation lancée par le gouvernement du Québec actuel sur les nouveaux objectifs d'adoption de véhicules électriques. Donc, lui... le gouvernement a dit on va passer de 100 % de vente de véhicules électriques en 2035 à 80 %. Puis honnêtement, là, moi, l'objectif de 2035, je m'en fous un peu parce qu'il va se passer 3 gouvernements d'ici. Hey, merci. Pour vrai, tu as dit la phrase avant que je la dise moi-même parce que ça me fait tellement rire, ça. Il y a des changements politiques qui se passent. Souvent, c'est même pas aux 4 ans. On peut même pas deviner comment c'est aux 4 ans. Ben, c'est ça. Si le prochain gouvernement est minoritaire, ça peut être 2 ans. Fait que, comment est-ce que tu peux lancer dans le ciel des objectifs 2035, 2040, 2050? Voyons donc, tu seras même plus là. Non, mais écoute, ça, c'est comme l'objectif carboneutre en 2050. Franchement, là, c'est prendre les jambes des imbéciles. Mazda dit ça notamment. Ah, nous, on va être carboneutre en 2050. Ben oui. OK, tu n'as même pas un char électrique. Excusez-moi, mais il y a des chances que Mazda soit même plus là en 2050. Fait qu'ils vont être carboneutre pour ça. Mais la réalité, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'ici 2030. Parce que le gouvernement a fait passer son objectif au Québec de 85 % en 2030 à 45 %. Et ça, c'est significatif. Et ça, c'est en fait, à mon avis, c'est problématique. Parce que, je ne sais pas si tu es au courant, là, mais si on regarde les statistiques des ventes de véhicules électriques au Québec, les véhicules... Il s'est vendu beaucoup plus de véhicules électriques que les objectifs officiels, ce qui fait que les constructeurs automobiles ont accumulé beaucoup de crédits en surplus. Ouais. 3 fois plus que les crédits nécessaires. À ce point-là. Et là,
Ce qui fait que la majorité des constructeurs automobiles n'ont pas eu à acheter de crédit. Les 3 seuls qui en ont acheté, c'est Honda, Mazda, Stellantis. Sommes-nous surpris? Non. T'sais? Puis, tu sais, Stellantis, s'ils ont fait une vente de feu sur le Fiat 500, c'était pour aller chercher des crédits, là, tu comprends? Oui. Fait que, puis d'ailleurs, je sais pas si tu en as parlé avec William Clavé, là, il disait qu'il s'est vendu plus de Fiat 500 au Québec qu'il s'en est vendu aux États-Unis au complet. Oui. Fait que tout ça. Oui, puis c'est un mystère, la Fiat 500. C'est un mystère dans la mesure où tu parles de ça à un Américain. Vous achetez ça, vous autres, tu sais. Ouais. Puis toi, tu en as une, moi j'en ai une, Ouais. puis j'ai des amis qui en ont. Bon, toi, tu as eu des problèmes avec, d'après ce que je comprends. Moi, j'en ai pas eu. Moi, à date, là, j'ai... Mais tu sais, j'ai eu des problèmes avec, oui, mais d'un autre côté, Antoine n'est pas la mesure étalon de tout ce qui roule. Non, fait que, tu sais, une voiture, ça peut briser. n'importe Puis quelle. c'est pas parce que j'ai des problèmes avec la mienne que je vais me baser sur mon expérience pour dire que toutes les voitures sont problématiques. Et il faut pas. Ben, c'est ça. Quelle que soit la voiture, quelle que soit la technologie. Parce que moi, j'ai connu des gens qui avaient eu des Dodge Néon qui ont fait 400 000 km avec ça et qui n'ont jamais eu de trouble. Fait que, tu sais, on s'entend que... Et Dodge Néon, my God. Ouais. Mais Puis c'est les ça. gens mettaient Néon en dessous du Dodge Néon, en plus. Ça, c'est une autre histoire. Ouais, c'est ça. C'était le volet électrique de la bagnole. Tu vois? L'avenir pour les autos hybrides versus les électriques, qu'est-ce que t'en penses, toi? Hybride rechargeable, particulièrement. Non, mais attends un peu. Il faut faire une distinction. Parce que les hybrides non rechargeables, puis moi, je dis souvent en blague, je dis, moi, dans les années 90-2000, je me suis acheté un DVD et une voiture hybride. Est-ce qu'en 2026, je m'achèterai un DVD? Non, pas plus qu'une voiture hybride. Pour moi, c'est une technologie qui est complètement dépassée. Puis même, je suis en train de faire une recherche ces temps-ci dans le cadre de la discussion qu'il y a pour la consultation du gouvernement du Québec, parce qu'eux autres, ils ont décidé de proposer de donner des crédits rétroactifs aux constructeurs automobiles pour la vente de leurs voitures hybrides. Alors ça, c'est intéressant. Rétroactifs, donc 25, 26, 27. Puis là, le gouvernement prévoit que le nombre de véhicules électriques et hybrides rechargeables sur les routes du Québec vont diminuer de 800 000 d'ici 2030. Donc, il va y en avoir 800 000 de moins que ce qui était planifié initialement. Puis il va y avoir 700 000 véhicules hybrides de plus d'ici 2030 sur les routes du Québec. Parce que les manufacturiers pousseraient encore ça? Oui, sauf que je regarde les véhicules hybrides, je regarde les prix de vente, là. Oui. Ils ne sont pas du tout compétitifs. Puis là, le véhicule, ça va faire 30 ans cette année que les hybrides sont sur le marché. Je regarde le prix des véhicules hybrides, ils ne sont pas compétitifs du tout. Bien, puis tu sais, il y a plusieurs volets à ça, là, puis je veux qu'on prenne le temps d'en parler parce que, oui, une Honda Civic hybride équipée sur le sens du monde aujourd'hui, c'est le prix d'une Tesla Model 3. Là. Bingo. On est rendu là. Ça, c'est un parfait exemple. Ça, c'est un point. Mais il y a aussi une industrie automobile canadienne qui fabrique des véhicules à motorisation hybride traditionnelle qui s'appelle Honda et Toyota. Oui. Et moi, je suis d'accord avec une partie. C'est-à-dire, est-ce que c'est la bonne façon de faire? Je ne sais pas. Mais les constructeurs japonais qui fabriquent des voitures hybrides qui roulent à 5-6 litres au 100 depuis des années ont été pénalisés parce qu'ils n'ont pas vendu de véhicules électriques par rapport à un constructeur comme GM qui vend 1 ou 2 modèles électriques, mais qui vend surtout des Silverado, des Sierra, des Suburban et des Escalade. Fait que le parc automobile de General Motors, de façon générale, consomme ou pollue beaucoup plus que celui d'Honda, et pourtant, c'est Honda qui est pénalisé parce qu'ils n'ont pas d'électrique. Et c'est là que je fais « Wow, minute ». C'est correct qu'Honda ait droit à un délai de grâce dans la mesure où ils ont des technologies mécaniques qui sont beaucoup moins polluantes que celles des constructeurs américains comme Ford, General Motors, Stellantis qui vendent des pick-up à moteur V8. OK. Ben, en fait, pour répondre à ton argument, parce que je l'ai entendu souvent de Stephen Beatty, celui-là, à l'époque où il travaillait chez Toyota. Oui, j'imagine. Hein? Stephen Beatty qui était l'ancien président de Toyota Canada. Il était vice-président. Vice-président, oui, pardon. Ouais. Mais bref, parce que, tu sais, Stephen, il disait, bon, on devrait pénaliser ou encourager les constructeurs en fonction des émissions de gaz à effet de serre. Bien, OK. Puis, il dit, pourquoi donc est-ce que ça doit être une loi sur les ventes de véhicules électriques pour l'argument que tu viens de dire à propos de GM? Puis moi, je disais, ben en fait, c'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. C'est-à-dire que tu veux faire en sorte que tu encourages les constructeurs à faire des véhicules moins polluants et à fabriquer de plus en plus de véhicules électriques. Fait que là, vers quoi on s'en va, c'est que là, la norme zéro émission demeure au Québec, demeure en Colombie-Britannique. Puis entre les deux. Puis entre les deux, c'est le fédéral qui, lui, est en train de mettre en place une norme d'émission de gaz à effet de serre. OK? Donc, on va avoir les chiffres de la consultation dans les prochains jours ou semaines. OK. Fait que ce qui était une norme de GES qui, dans le fond,
a été planifié pour faire en sorte d'aider Honda et Toyota au niveau fédéral, parce que c'est vraiment ça. Ben, c'est que c'est du lobbying, là. C'est du lobbying, OK? Mais, tu sais, le premier ministre du Canada a dit on veut que ça fasse en sorte qu'on soit à 75 % de vente de véhicules électriques d'ici 2035, OK? Là où moi, j'ai un enjeu, c'est que là, il y a des constructeurs automobiles. La plupart des constructeurs automobiles traditionnels se plaignent auprès du gouvernement fédéral en disant nous, là, on n'est pas contents parce que, l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique est en péril. Sommes-nous surpris avec Donald Trump? 2, vous allez mettre en place une réglementation sur les émissions de gaz à effet de serre. Or, on est dans le marché nord-américain, puis avant, depuis 40 ans, vous suiviez docilement la réglementation américaine. Là, aux États-Unis, il n'y en a plus, parce que Trump est en train de tout éliminer. Fait que là, nous, on n'est pas contents parce qu'on doit suivre une réglementation qui va correspondre à 10 % du marché nord-américain. OK? Ouais. Bien là, moi, je dis, attendez un peu. Ce que vous dites, comme constructeur automobile, c'est aux États-Unis, il n'y a plus de réglementation sur les émissions de gaz à effet de serre, sur les codes de consommation et sur les véhicules électriques. Et ce que vous voudriez, c'est que le Canada suive Donald Trump et l'administration américaine dans la mauvaise direction. Je veux dire, dans la mauvaise direction, considérant aussi que les décisions du gouvernement Trump ont impacté négativement le commerce automobile canadien. Bien, absolument. Un méchant de gros impact. Là. Absolument, mais ça a impacté le commerce automobile at large. Même aux Oui, États-Unis, mais je veux dire, Ouais. mais les contre-tarifs imposés par le gouvernement Carney en réponse aux décisions du gouvernement Trump, ça impacte l'industrie auto-canadienne et donc Absolument. tout ce qui se vend ici. Oui. Puis ça vient changer les stratégies décisionnelles des constructeurs qui décident d'amener des véhicules ici sans les offrir aux États-Unis. Kia est un bel exemple. Et vice-versa. Bon, et vice-versa, effectivement. Ah ouais, absolument. Fait que bref, c'est un peu le bordel dans l'automobile ces temps-ci à cause de Trump. Mais quoi qu'il en soit, moi, je m'excuse, mais il n'y a pas un constructeur automobile qui va dire, qui va me persuader que c'est une bonne idée qu'on dise on va laisser tomber la réglementation sur la consommation des véhicules, sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules ou sur les ventes de véhicules électriques parce qu'on doit juste suivre ce que les Américains font. Je m'excuse, mais pour moi, il n'y a pas d'excuse qui va être. D'autant plus que moi qui suis l'industrie automobile depuis des décennies, les constructeurs automobiles, lorsqu'il y a une réglementation qui est proposée, sont toujours contre. Tu sais, il était contre les ceintures de sécurité des années 50-60, il était contre les systèmes anti-pollution des années 70-80, il était contre les coussins gonflables, il était contre les codes de consommation, il était contre les normes de GES. Il y a eu, en 2005, donc il y a 21 ans, il y a eu un accord volontaire avec les constructeurs automobiles canadiens et le gouvernement canadien sur la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Bien, les constructeurs canadiens ont raté l'objectif volontaire parce qu'il n'y avait pas de pénalité de 95 %. Mais ce qui est contradictoire dans ça, parce que tu as absolument raison, c'est que c'est comme si les constructeurs automobiles n'apprenaient pas de leurs leçons. C'est-à-dire que le principe d'une erreur, c'est de ne pas répéter. Et là, on s'est plaint au cours des dernières années des décisions des gouvernements, par rapport, par exemple, à la gestion des subventions, par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Antoine, il va toujours se plaindre. Oui, mais d'un autre côté, quand il n'y en a plus de réglementation, bien, ils se plaignent encore. Ah oui. Fait que, tu sais, tu mets une réglementation en place, ils se plaignent, t'en mets plus, ils se plaignent. Là, à un moment donné... Ils vont toujours se plaindre. Tu sais, fait que... Écoute, la ligne à suivre, tu sais, moi, je suis un constructeur automobile et je dois vendre des véhicules au Canada. C'est sûr que je fais face à des enjeux, surtout si mes véhicules ne sont pas fabriqués ici. Mais ma stratégie ne peut pas être basée sur la politique qui est en place en ce moment, parce que je sais que par le temps que le véhicule va arriver sur le marché, ça se peut que la politique change puis tourne à 180 degrés. Écoute, Antoine, au début des années 2000, la Californie, qui avait sa propre norme zéro émission, a été poursuivie par GM et Chrysler. Ouais. Là où ils vendent le plus de véhicules, tu sais. Et là, le gouvernement de George W. Bush a décidé de poursuivre la Californie avec GM et Chrysler. D'autres constructeurs se sont joints à la poursuite contre la Californie sur la norme zéro émission, l'obligation de vendre un pourcentage croissant de véhicules électriques. Ils sont allés en cours, ça a duré des années. Obama est arrivé, tout ça a tombé, puis là, les constructeurs ont dit, ben, on va s'aligner, puis on va travailler, puis on va développer ça. D'autant plus que, rappelle-toi, on arrivait à l'époque où, crise financière, GM et Chrysler sont sur le bord de la faillite. Oui, 2007-2008, là, ouais. 2009, Ouais. ils ont reçu 80 milliards de dollars en aide financière
GM et Chrysler, Ouais. pour se sortir de la faillite de la part du gouvernement canadien et du gouvernement américain. Fait qu'en contrepartie, Obama il a dit « vous allez développer des véhicules électriques ». À l'époque, le secrétaire à l'énergie s'appelait Stephen Chu, qui est un prix Nobel de physique, OK. qui était un spécialiste des énergies renouvelables et des nouvelles technologies. Et lui, parce que sous Bush, c'était Dick Cheney qui était le secrétaire à l'énergie, qui est un gars qui avait de l'intérêt dans le secteur pétrolier. Fait que lui, il ne voulait pas développer des nouvelles technologies. Obama reste là pendant 2 mandats. Obama part, Trump arrive. Trump arrive, puis lui, il décide de faire reculer la réglementation sur les ventes de véhicules moins polluants, etc. Les constructeurs ont fait du lobbying auprès de Trump pour faire reculer la réglementation. Trump reste là 4 ans. Biden arrive. Ben ouais. Là, les constructeurs automobiles voient que Biden va avoir des cibles plus ambitieuses, puis lui, il lance ce qu'on appelle le Inflation Reduction Act pour financer à coût de dizaines de milliards la fabrication de véhicules électriques, les usines de batteries, le recyclage, les infrastructures de recharge, l'achat de voitures électriques. Là, les constructeurs disent « Votre norme est trop sévère, ça prend une norme moins sévère. » Biden arrive avec une norme moins sévère. Les constructeurs, il avait oublié de mettre ses dents, là. T'sais... Non, mais écoute bien. Les constructeurs, ils disent « C'est correct, on va vivre avec. » Parallèlement à ça, ils se plaignent, puis là, ils vont voir Trump, il dit « Si vous pourriez faire en sorte qu'on recule encore plus. » Okay. Ils jouent tout le temps de game politique. Ouais. Les constructeurs font de la politique. C'est clair. Tu regardes la quantité de meetings, de lobbying qu'il y a de la part de constructeurs automobiles auprès des gouvernements au Canada. Écoute, c'est 10 fois plus que ce que nous, on fait. Puis le Canada, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Là. Oui, en plus. Mais 100%. nous, on en connaît là, des gens qui ont des métiers chez les constructeurs automobiles dédiés à faire du lobbying auprès des gouvernements. Là. Écoute, ce sont des postes... Des fois, là, certains constructeurs, c'est 1 à 2 rencontres par responsable gouvernemental par mois. Pas par mois, par semaine. Et des fois par jour, s'il y a des dossiers qui sont vraiment pointus. Fait que tout ça pour dire que les constructeurs qui se plaignent aujourd'hui que Trump a reculé sur le développement des infrastructures de recharge, le soutien financier à la fabrication de véhicules, bien, c'est les mêmes qui disaient de reculer. Trump a reculé plus qu'il voulait. Fait que là, ils se plaignent encore, puis ils demandent des délais. Fait que moi, ils me feront... Excuse-moi, mais ils me feront pas broyer, là. Tu comprends? Mais tu sais, il y a des mandats politiques qui changent, il y a des gouvernements qui changent, mais il y a aussi des têtes décisionnelles chez les constructeurs qui changent aussi. Fait que tu sais, il y a cet aspect-là. Fait que les hybrides et hybrides branchables, pour revenir à la question, ils vont rester parce que pour qu'ils gagnent des points, les manufacturiers. Ça va disparaître. À mon avis, pour moi, les hybrides, c'est sur... Les gens pensent qu'on s'en va vers de plus en plus d'hybrides. J'y crois pas du tout. Moi, j'ai le feeling que l'hybride rechargeable... L'hybride rechargeable. Mais l'hybride rechargeable, tu sais, tant qu'à ça, amenez-moi de l'électrique. Ben, parce que l'hybride rechargeable, c'est entretenir deux technologies. 100%. C'est du poids, c'est de la complexité mécanique. Oui. Je suis de l'école qui préfère de l'hybride traditionnel ou de l'électrique, mais de l'hybride rechargeable, c'est de se trimballer. En bon français, là, on dit se trimballer beaucoup de vaisselle inutilement. Oui, mais l'hybride, c'est aussi se trimballer 2 systèmes de motorisation, puis une batterie, puis tu as ça aussi. Oui, mais avec un entretien qui est moins complexe quand même. Pas tant. Fait que, tu sais, pour moi, l'hybride rechargeable, c'est la porte d'entrée vers l'électrique. En voulant dire, il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui sont craintifs, il y a des gens qui n'ont pas accès à la recharge à la maison. Ils peuvent s'acheter un véhicule hybride rechargeable, ça va faire le travail. Mais en général, leur prochain véhicule, il est électrique. Bien, je vais te poser une question plus simple. Les gens qui ont, tu me dis, les gens qui ont peur, as-tu plus peur d'un hybride rechargeable ou d'une électrique? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben moi, si tu me demandes ce que je préférerais acheter demain matin, je vais te dire une électrique. Je te parle pas de toi et moi, là. Je te parle de monsieur, madame, tout le monde qui n'ont pas de voiture. Au niveau de l'autonomie. Puis... Au niveau de l'autonomie, puis de où est-ce que je vais changer ma voiture quand je vais être sur la route. OK, je comprends. C'est de ça dont je parle. Et l'argument du gouvernement du Québec qui disait, ben nous, on va allouer des crédits pour les véhicules hybrides, puis on va encourager les voitures hybrides, parce qu'il y a des gens qui demeurent en région qui n'ont pas accès à autant de bornes de recharge sur la route. C'est de la foutaise, parce que c'est un hybride rechargeable. Tu sais, moi, je demeure à Saint-Ignace-de-Loyola. Il n'y a pas beaucoup d'édifices à condo puis de tours à bureaux dans ma municipalité, tu comprends? Pas mal tout le monde a une entrée de garage ou un garage. Donc, ça veut dire que tu peux installer une borne facilement. Donc, tu t'achètes un hybride rechargeable. Puis là, ben, si tu veux aller plus loin, tu t'en vas en mode hybride. C'est-à-dire, un véhicule hybride non rechargeable est nécessaire quand tu restes en région, considérant l'existence des hybrides rechargeables. Pour moi, les véhicules hybrides, il n'y a aucune excuse
qui justifie qu'on ait juste un hybride non rechargeable, considérant que les hybrides ne s'améliorent que peu, voire pas du tout depuis une couple d'années. Les hybrides rechargeables, dans les faits, si tu regardes, mettons, ma Chevrolet Volt que j'avais en 2012, ça avait 64 km d'autonomie moyenne. Pas bien mieux aujourd'hui. Bingo. On est rendu 14 ans plus tard. L'autonomie de la plupart des véhicules hybrides rechargeables ne s'est que peu améliorée. Mais ce sont les électriques les moins efficaces, là. Alors que les véhicules électriques, l'autonomie a quadruplé depuis 12 ans. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par-dessus l'hybride rechargeable. Mais les gens plus craintifs, je pense que pour eux, l'hybride rechargeable, c'est une espèce de transition. Moi, Tu comprends? je veux qu'on parle d'impact environnemental parce que, bon, on a souvent dit, OK, fabriquer une voiture électrique, ça a un impact environnemental plus grand que de fabriquer une voiture à essence traditionnelle. Je sais que cet impact-là diminue. Ouais. Si tu prends une Honda Civic hybride, aujourd'hui, là, OK, Honda Civic hybride, tu fabriques cette voiture-là, c'est une petite voiture compacte, pas compliquée, Ouais. versus une Tesla Model 3. Ouais. En combien de temps est-ce qu'on rattrape avec la Tesla l'impact environnemental de sa fabrication par rapport à une Civic? Ben, en fait, j'ai fait ce calcul-là l'année passée. Exactement ce calcul-là. OK. Puis, c'est à peu près 40 000 km. Donc 2 ans. Ben, ça dépend du Mettons, kilométrage que tu fais. en Pour moyenne. moi, c'est même pas un an. Ouais. Mais à peu près 2 ans. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'après ça, après le 40 000 km, l'impact au niveau des émissions de gaz à effet de serre par kilomètre va être, dépendant des années puis dépendant de la source de production d'électricité au Québec, là, parce que le bilan de GES par kilowattheure varie d'une année à l'autre, calcule entre 200 puis 1400 fois plus élevé pour la voiture hybride que pour la voiture électrique. Donc, tu veux dire, oui, OK, au niveau des GES. Au niveau des GES, l'impact de la Honda Civic hybride va être 200 fois plus à 1400 fois plus élevé par kilomètre que la voiture électrique, Qui émet rien. qui émet très peu. Mais qu'est-ce qu'elle émet? En fait, elle va émettre des émissions de gaz à effet de serre en fonction de la source de production d'électricité. Au Québec, OK, je comprends. on a une source de production d'électricité qui émet très peu de GES, mais d'une année à l'autre, ça varie de bilan. Mhm. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas 20 de plus, c'est pas 20 fois plus, c'est 200 à 1400 fois plus par kilomètre. Fait que c'est énorme, la différence. Ouais. Puis avez-vous Puis une... là, tu as parlé des GES. Si je te parle de pollution atmosphérique, Ouais. bien, au niveau des émissions polluantes atmosphériques qui causent des problèmes cardiaques, des cancers, des maladies pulmonaires, bien là, tu en as un qui va émettre un niveau X d'émissions, puis l'autre, ça va être 0 au tuyau d'échappement. Et plus le véhicule électrique vieillit, plus le parc de production d'électricité en Amérique du Nord, au Québec, se verdit. A contrario, plus le véhicule à essence vieillit, moins son système antipollution devient efficace et plus il pollue. Fait que entre un véhicule neuf hybride puis un véhicule de 10 ans hybride ou un véhicule neuf à essence puis un véhicule de 10 ans à essence, les émissions polluantes vont augmenter de 3, 4 fois, 5 fois plus Ouais. parce que les gens ne changent pas leur système antipollution. Parce Ou que les systèmes entretiennent pas. Ouais. Mais tu peux entretenir quoi sur un système antipollution? Tu peux pas l'entretenir. Non, mais tu peux Fait faire... qu'à un moment donné, il commence à se boucher tranquillement, il devient de moins en moins efficace, ce qui veut dire que les véhicules à essence polluent de plus en plus en vieillissant et consomment de plus en plus en vieillissant parce que le système devient moins efficace. OK. Mais tu sais, je veux dire, tu peux faire quand même un entretien de ton système d'injection, t'assurer que le rendement Oui, soit optimal. mais moi, je te tu sais. parle du catalyseur. Ouais. tu sais. Ouais. Ah oui, ça Mais c'est... malgré qu'ils changent de plus en plus, ils se font assez voler que... Ouais, c'est ça. Ouais, ça, Il y a c'est du un autre roulement sujet. sans le vouloir. Autrement dit, ce que tu es en train de dire, c'est que les voleurs de catalyseurs contribuent à améliorer L'environnement. l'environnement. Ouais, C'est bon, C'est finalement. bon, ça. Ouais, oui et non, parce qu'il y en a qui remplacent leur catalyseur par des résonateurs. Ouais. Ce qui n'est pas légal. mais C'est ce une qui se autre fait. histoire. Ouais, exact. Ou Tu sais. par des catalyseurs vides. Ben, c'est ça. C'est ça. Ce que j'appelle un résonateur. Ouais. Y a-t-il des données d'impact à quelque part de la réparation des voitures, puis si tu pas la voiture, ben t'as jettes ou quoi que ce soit dans ce sens-là? Oui, je les ai. Ah ouais? Parce que c'est sûr que J'ai les- faire vieillir une voiture électrique, bon, évidemment, là, les plus vieilles ont une quinzaine d'années aujourd'hui, mais la réparabilité, c'est un sérieux enjeu. Là. Oui. En fait, la réparabilité des voitures neuves devient un enjeu de plus en plus grand. Ça n'a rien à voir avec les voitures électriques, ça a à voir avec les capteurs, les phares, les machins. Ouais. Toute la complexification des véhicules qui fait en sorte que... moi, j'ai parlé avec 2 débosseurs que je connais bien, puis ils m'ont dit, écoute, il dit, on en débosse de moins en moins parce qu'il en envoie de plus en plus à la case. Ouais. Puis il dit, électrique ou à essence.
Parce que, tu sais, quand un phare te coûte quelques milliers de dollars, puis que les capteurs font en sorte, puis les coussins gonflables, fait que c'est un vrai enjeu. Mais je voulais vous sortir des chiffres que Statistique Canada nous ont sortis sur les véhicules électriques. Voyez-vous, en 2023, le coût moyen de réparation d'un véhicule électrique était de 6 795 $. De réparation. Le coût moyen de réparation d'un véhicule électrique. OK. OK? Soit plus que la moyenne de 5 122 $ pour les véhicules à essence. OK. OK? Donc, une différence d'à peu près 15 $, 1600 $. Toutefois, des rapports récents suggèrent que le coût a commencé à baisser et pourrait diminuer au cours des prochaines années. Ce qui est logique dû à la multiplication. Ouais, des exactement. véhicules. Mais il marque aussi, un peu plus loin, la complexité du véhicule augmente le prix du véhicule et les coûts de réclamation. Un impact qui est amplifié par l'augmentation des prix par pièce et le prix des réparations depuis la pandémie. OK. Sommes-nous surpris? Non. Tu sais, le prix des véhicules neufs a augmenté de quoi? De 50 % depuis la COVID? C'est fou à quel point le prix des véhicules a augmenté en moyenne. Mais une des choses qu'on ne dit pas assez, puis je ne sais pas ce que tu en penses, mais je suis d'accord et je ne suis pas d'accord avec ça, dans la mesure où le prix des véhicules n'a pas augmenté de 50 %, c'est qu'on a éliminé les catégories d'entrée de gamme. ben, c'est exactement ce que Ouais, j'allais dire. C'est que des sous-compacts, ça n'existe plus. Non. Fait que, tu sais, c'est facile de dire, OK, la moyenne des véhicules est rendue à 62 000 $ quand des voitures à 18, 20, 22 000, ça n'existe plus. Oui, sauf que le prix de vente moyen d'un pick-up neuf, ça exclut les sous-compacts, c'est rendu 75 000 $. Oui, mais encore là, tu as eu comprends ce un que je veux marché, tu sais, tu as eu un marché de revente. Tu sais, je veux dire, quand tu fais ce calcul-là, là, on va voir comment ça va se passer dans les prochaines années, parce que l'exportation va être plus difficile en raison des contre-tarifs. Mais tu sais, combien de concessionnaires ont vendu 2 pick-up dans une seule et même année à un même individu parce qu'il renouvelle le pick-up aux 6 mois? Ben oui. Ben, c'est 2 camions à 85 000 $ qui sont comptabilisés, pas un. Ouais. Tu sais, fait que, Absolument. Mais quoi qu'il en soit, c'est clair que le prix des véhicules a beaucoup augmenté. oui. Tu sais, le prix de la même voiture entre il y a 2019 et maintenant, c'est facilement entre 20 et 50 % dépendant des modèles. Mais les pneus, pare-brise, réparation de façon générale, les assurances, Ouais. qu'est-ce qui n'a pas augmenté? L'essence. Le Bon. loyer, l'hypothèque, la commande d'épicerie. Oui. C'est la vie en général. Oui, Mais oui. ça fait que les jeunes qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sortent de l'école puis qui voudraient s'acheter une petite voiture pas chère à essence, sont dans la misère. Tu te souviens de notre ami Didier Marceau? Oui. Il me racontait qu'il voulait acheter une Nissan Micra. Didier travaille chez Nissan. Il dit, je voulais acheter une Nissan Micra d'occasion pour ma belle-mère. Puis il dit, la voiture d'occasion que je voyais en ligne était le même prix qu'on la vendait neuve il y a 6 ans. Ouais. Le Comme prix des les véhicules Toyota, d'occasion il y a a des- beaucoup augmenté. Oui. Fait que pour les jeunes ou pour les gens qui sont moins fortunés, d'acheter une petite voiture pas chère, c'est rendu un vrai défi. Ben, c'est les concessionnaires qui ont créé ça, leur rareté des petits chars, dans le fond. Ben, c'est les C'est constructeurs. Ouais, c'est ça, Pas exact. les concessionnaires qui ont Ouais, décidé pas les ça. concessionnaires, les C'est manufacturiers constructeurs. Les constructeurs, en fait, ont, Ben oui. ont juste décidé d'éliminer une catégorie de véhicules. Bon, là, on tombe dans un autre débat parce que, je veux dire, le coût des employés a fait que fabriquer une auto que tu vends 25 000 $ aux États-Unis, c'est rendu impossible. Mais Pourtant, tu vas au Mexique, tu vas en France, puis tu as des voitures d'entrée de gamme à essence électrique ben oui, puis c'est pour entre ça. 15 et 30 000 euros. Puis c'est pour ça Ben oui. que toutes les voitures d'entrée de gamme qui sont vendues au Canada sont de fabrication soit mexicaine, soit coréenne, soit japonaise. Ouais, Tu n'en as pas de voiture à ou 20... chinoise. Ou chinoise. Ouais, ça s'en vient. Ouais. C'est une autre histoire. On va en parler, ça ne sera pas long d'ailleurs. Mais Ouais. je veux répondre à une question, par exemple, parce que toi, tu as déjà dit que une voiture électrique, c'était pas si écologique que ça si le véhicule était accidenté. Bien, dans la mesure où, tu sais, je le sais qu'on ne s'entend pas sur ce sujet-là parce que toi, tu dis renouveler une voiture électrique par une autre électrique, c'est améliorer le sujet. Mais moi, de prendre une voiture puis de l'envoyer à la scrap pour rien parce qu'on a un manque de connaissances pour la Tu sais, moi, le plus bel exemple que je donne, c'est VinFast. Tu ne peux pas me vendre une VinFast neuve, ne pas être foutu de la réparer. Tu as beau me donner une garantie de 10 ans. Si tu n'es même pas capable de la réparer puis elle finit à scrap parce que les gens ne savent même pas comment faire rouler ça, on a un sérieux problème. Ben, VinFast, Oh. Lucid ou autre, là, c'est toute la même chose. C'est ça, non, l'enjeu? non. Non, ben Lucid, c'est un autre paire de manches. Lucid, Ouais. tu as une technologie qui est à la fine pointe. là. Oui, puis on parle d'un véhicule haut de gamme. Oui, Je veux mais dire, là, Fast, on n'est pas là s'il est du tout. scrappé demain matin, qui va réparer? Oui, mais Ça va 2 prendre des secondes. années. Non, parce c'est que- pas la... C'est parce que, moi, pour répondre à ce que tu dis, c'est que la proportion de véhicules accidentés, qu'ils soient électriques ou à essence, c'est 5 % des véhicules sur la route. Là. Fait que de dire
un véhicule électrique va être pas si écologique que ça si jamais il y a un accident. Ben moi, ma femme a eu un accident avec ma Tesla. OK. Il y a une dame qui est rentrée dans le côté de ma voiture parce qu'elle était sur son téléphone cellulaire, évidemment. Oui. Puis, tu sais, défoncer la porte, puis l'aile, puis tout ça, tu sais. Puis, tu sais, la voiture a été réparée, puis la voiture n'a pas été mise au rencard, puis tout ça. Puis, la réalité, c'est que la plupart des véhicules électriques sont réparés, sont entretenus. Ceux qui sont envoyés à la casse, c'est une infime minorité des véhicules sur la route, que ce soit électrique ou hybride. Il y en a plus qu'avant, mais c'est même pas 5 % des véhicules sur la route pareil. Fait que l'idée de dire qu'un véhicule électrique, c'est pas si écologique parce que c'est dur à réparer ou tu peux pas le réparer quand il est accidenté, c'est pas un bon argument parce que c'est extrêmement rare. C'est pas que tu peux pas, c'est qu'il y a un manque de connaissances, puis il y a un manque de volonté de la part des assureurs aussi. Par manque de connaissances, ça m'amène à ma prochaine question d'ailleurs, parce que, tu sais, on dirait que l'industrie automobile a mis sur le marché des véhicules électriques plus rapidement que sa capacité à les garder sur la route. Remarque... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je comprends. Dans la mesure où, tu sais... Je peux bien te donner l'exemple de VinFast, c'est une chose, mais quand Tesla est arrivé sur le marché avec ses premières voitures, tu sais, on s'entend que c'était avant-gardiste. Oui, en 2012, mais 2012 avec le Model S, là. Mais est-ce qu'on était capable de les réparer, de les entretenir et de les faire perdurer à cette époque-là, les voitures? La réponse, c'est non. Avec le temps, on s'est rendu compte qu'on a développé des expertises pour faire en sorte que les voitures puissent mieux vieillir et rouler et être entretenues. Mais c'est la même chose pour un paquet. Il y a des constructeurs automobiles. Stellantis est un exemple fantastique. Tu arrives avec une Charger Daytona, un Wagoneer S sur le marché. Pour moi, c'est des versions bêta de ce qui devrait être mis sur la route dans 2-3 ans. Dans la mesure où ces véhicules-là ne sont pas réparables, on a des problèmes à fond la caisse, on ne sait pas quoi faire pour les entretenir. Puis au final, on arrête leur commercialisation parce que la clientèle n'est pas contente, les concessionnaires non plus. Oui, mais écoute, on a vu ça. Moi, j'ai vu ça pendant de nombreuses années chez General Motors où, lorsque le véhicule devenait bon après plusieurs années d'essais-erreurs, il le retirait du marché. Ouais. C'est pas une nouveauté, celle-là. Là. Ce dont tu parles, la Fiero, elle était bonne en 88. Ben, c'est un exemple patent. Mais tu comprends ce que je veux dire? Fait que des constructeurs qui arrivent avec des modèles sur le marché qui ne sont pas finis de développer, là, ça fait des décennies que je vois ça. Sauf qu'un moteur à combustion, les gens savent comment ça marche. Ça veut pas dire que ça marche bien. Non, ça veut pas dire que Écoute, moi, je me souviens, mon oncle avait un Cadillac Séville. Avec ce qu'on appelait le 468. Te souviens-tu de ça, le système de désactivation des au début des années 80. Écoute, les problèmes qu'il y a eu avec ce char-là. Une cochonnerie. Mais là où je vais en venir, c'est que souvent, de nouvelles technologies, ça arrive, puis c'est pas au point. Puis tu as 100% raison, mais pour moi, c'est pas lié à l'électrique. Mais c'est lié aux nouvelles technologies que des constructeurs sortent un peu à la va-vite parfois. Mais tu sais, je pense à... Bon, évidemment, il y a Atelier Branché qui va former des ateliers, des mécaniciens pour qu'ils puissent... Il y a VA Montréal, il y a compétences, Simon-André, etc. Ouais. Mais tu sais, il n'y en a pas assez de ça. Non, tu as raison, mais il y a un problème de relève. Tu es au courant qu'il y a un problème de relève chez les mécaniciens. Il y a un problème de relève, puis on dirait que... At large, on pas n'allume juste pour l'électrique. Pas juste pour l'électrique. Ouais. Pour les véhicules à essence aussi, là, les garages ont de la misère à se trouver des mécaniciens intéressés. La jeune génération ne semble pas plus intéressée que ça aux véhicules. Lorsqu'il est question d'entretien, c'est un vrai défi, ça. Bien, ça m'amène à la prochaine question justement là-dessus. C'est de plus en plus autant électrique à gaz, les deux coûtent de plus en plus cher à réparer. Il y a de la technologie là-dedans. Le monde ne connaît pas comment ça marche nécessairement. Les assureurs, vite, ils mettent c'est perte totale, on scrape le char. As-tu une solution à ça? Parce que techniquement, c'est pas bon pour l'environnement non plus. Non. On est comme rendu des voitures jetables dans un certain sens. Ça, je suis pas d'accord. Parce que moi, je suis assez vieux pour me rappeler de l'époque où les voitures étaient vraiment jetables. Ah oui, mais... Des autos qui duraient 5 ans parce qu'ils rouillaient, là. Bon, OK. Puis pas juste rouiller. Tu sais, écoute, ma première voiture que je roulais, là, à 100 000 km, là, j'avais changé la suspension, j'avais changé le radiateur, j'avais changé le système d'échappement. Mais tu recules loin, Daniel. Oui, mais dans cette optique-là, c'était jetable. Puis j'avais des trous sur le grand des ailes. Mais nous, c'est que les pièces coûtent tellement cher. Aujourd'hui, une lumière en bas de 2500, un nouveau char, moi, je trouve ça délirant. C'est là que ça n'a pas de bon sens. Personnellement, je trouve ça délirant qu'on ait des phares qui soient tellement chers.
la série de 4 heures. C'est pour ça que je disais que moi, j'apprécierais qu'il y ait des véhicules simples qui arrivent sur le marché. Oui. Qu'on enlève les systèmes ADAS qui font exploser les prix des voitures. Puis tu sais, des phares au laser, écoute, honnêtement, là, je trouve ça totalement disproportionné, puis ça fait que les coûts de réparation sont tellement élevés qu'on scrape les Ben, véhicules. c'est ça. C'est dans ce sens-là que je jetable. Fait que tu me dis, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Écoute, j'ai pas le contrôle des constructeurs, mais ce que je peux te dire, c'est que nous, on travaille avec des compagnies d'assurance pour voir justement comment améliorer le bilan des assurances pour qu'il y ait moins de véhicules qui se retrouvent à la casse. Je parle de ça avec le gouvernement canadien, le gouvernement du Québec, les compagnies d'assurance. On est sur ce sujet-là pour voir comment gérer tout ça. Puis ça, je pense que ça va peut-être nous amener au prochain sujet, les véhicules chinois. Parce que moi, je m'attends à ce que les Chinois arrivent avec des véhicules d'entrée de gamme, plus simples, moins chers. Pareil comme la Smart électrique que je conduis, pareil comme la Fiat 500. Oui, mais il y a de la réglementation. Moins de technologie. Tu sais, il y a de la réglementation. Les systèmes ADAS, aujourd'hui, c'est rendu obligatoire. Fait que, tu sais, c'est... Tout n'est pas obligatoire. Tu sais, non, pas tout. Tu n'es pas obligé d'avoir un système de conduite autonome. Là, d'accord. Mais tu sais, tu es obligé d'avoir des capteurs de détection de changement de voie, des ça. C'est rendu une base. Écoute, une Kia K4 de base a des systèmes pour te conserver dans ta voie, tout ça. Ben, tu sais, moi, j'ai vu l'exemple. Je n'ai parlé dans les médias récemment. C'est une Kia K4 à essence avec un moteur 2 litres, on ne peut plus basic. La dame a frappé un raton laveur avec son véhicule et il est passé un cheveu de se retrouver à la scrap. Il y avait 21 000 de dommages parce qu'il fallait changer le pare-choc, l'ensemble des capteurs sur le véhicule, alors que un capteur n'avait même pas été affecté. C'était la patte de plastique du capteur qui était craquée. Mais l'assureur disait non, on ne peut pas souder au plastique, ça pourrait altérer la lecture. Puis ça prenait un pare-choc neuf, pas un pare-choc réparé. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter d'être ridicule. Oui. La voiture n'avait rien. Visuellement, tu regardais, là, c'est à peine si c'était une égratignure. Et on était... C'était une 2025, mais si ça avait été une 2024, elle était scrap. Tu sais, on était là. Ouais. Ça, c'est complètement fou. Non, c'est hors de contrôle. Je veux qu'on parle de politique dans la mesure où un des gros enjeux auxquels tu fais face avec Mobilité électrique Canada, mais avec les réglementations que tu souhaiterais qu'ils soient mises en place, c'est le fait qu'il n'y a personne qui se parle. Et que que les provinces ont des décisions qui diffèrent des unes des autres et que le Canada aussi. Ouais. Comment se fait-il qu'on n'est pas capable de se mettre au diapason et d'adopter une seule réglementation qui pourrait convenir à tout le monde? Je comprends que l'objectif de l'Alberta puis du Québec n'est pas le même. Pas tout à fait. Mais à un moment donné, on n'arrivera jamais à un résultat si tout le monde prend des décisions qui vont à l'encontre de celles des autres. Ben écoute, ça devient des choix de société. Tu sais, l'Alberta... Tu sais, on se plaint versus les États-Unis, mais on n'est même pas capable de s'entendre dans notre cours. Oui, mais ça... Tu sais... Oui, mais... Penses-tu que les États entre eux s'entendent? Non. Penses-tu quand la Californie, puis... puis le Wyoming... Le Dakota du Nord, ils s'entendent? Je veux dire, tu sais... Non, je suis sûr. Puis on peut dire la même chose si tu vas te faire un tour en Europe. Je veux dire, il y a des pays qui ne s'entendent pas puis qui ont des politiques extrêmement différentes. On s'entend qu'entre l'Italie et la Norvège, il y a un monde. Oui, mais tu sais, je veux dire, justement, un organisme comme Mobilité électrique Canada pourrait, à mes yeux, du moins, être rassembleur et essayer de faire comprendre à différentes provinces qui pourraient nager dans la même direction. Oui. En fait, on travaille beaucoup avec le gouvernement fédéral pour essayer de trouver une façon de faire atterrir tout ça de façon cohérente. Mais tu sais, on va se dire, quand tu parles de Saskatchewan et de l'Alberta, c'est deux provinces, et récemment la Nouvelle-Écosse, qui ont décidé de taxer les véhicules électriques. Ouais. Il n'y a pas d'incitatif à l'achat de voitures électriques. C'est des taxes symboliques, mais le symbole veut dire quelque chose. C'est des taxes pas si symboliques que ça. Si quelqu'un fait moins de 10 000 km par année, ça va coûter plus cher en taxes sur sa voiture électrique que ça pourrait coûter avec sa voiture essence. Ouais. Fait que là où je veux en venir, c'est que les politiques d'une province à l'autre au Canada sont extrêmement différentes à tous égards, ce qui fait en sorte qu'on se retrouve avec des différences énormes. Je veux dire, tu sais, moi, les gens me parlent du pétrole de l'Alberta, puis, tu sais, moi qui étudie le dossier de l'énergie depuis extrêmement longtemps, quand les gens disent, bien, écoutez, le pétrole de l'Alberta, c'est ce qui fait qu'on est riche et tout ça, on n'est pas riche. L'Alberta n'est pas riche. Tu sais, depuis 50 ans... On peut-tu dire qu'elle est moins pauvre? Pas tant. Tu vas voir. Depuis 50 ans, l'Alberta exploite du pétrole, plus que ça même.
ils ont mis sur pied un fonds souverain. En 50 ans, ils ont mis un peu plus de 30 milliards de dollars de côté. OK. En Norvège, ils exploitent aussi du pétrole. Il y a 30 ans, ils ont mis sur pied un fonds souverain. Ils ont ramassé 3 000 milliards de dollars. 30 milliards, 3 000 milliards. 50 ans, 30 ans. Au mois de février, OK, de l'année passée, de cette année, ils ont annoncé leur nouveau budget en Alberta. OK? Ils ont annoncé un déficit anticipé de 9,4 milliards de dollars en Alberta. L'exploitation pétrolière en Alberta a augmenté de façon continue, non-stop. Là. Puis ils ont eu beau dire, les libéraux, ils nous ont empêchés, c'est pas vrai. Oui, mais là, on dépasse le cadre, on dépasse le cadre de l'exploitation pétrolière, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux sociopolitiques qui ont fait en sorte que la province s'est retrouvée avec des déficits aussi. Oui, bien en fait, c'est qu'ils n'ont pas mis d'argent de côté depuis des décennies. Oui. Ils n'ont à peu près rien mis de côté. Ils ont augmenté les redevances pétrolières en 2018 et 2023 de plus de 250 Malgré ça, ils trouvent le moyen de faire des déficits. Puis ils disent que c'est la faute du gouvernement libéral fédéral, alors qu'ils ont augmenté en 2015 et 2025, sous un gouvernement libéral fédéral, de plus de 50 leur production de pétrole. Fait qu'ils ne me feront pas brailler. Ça veut dire que leur mauvaise gestion depuis des décennies fait en sorte qu'ils se retrouvent dans une situation où il faut qu'ils chiolent encore pour dire « ça nous en prend plus, ça nous en prend plus ». Mais la réalité, c'est qu'ils ont tellement mal géré leurs finances depuis 50 ans. Puis je te ferai remarquer que depuis 50 ans, c'est à peu près juste le même gouvernement, sauf 4 ans. Bien, ça veut dire que là, aujourd'hui, ils se plaignent et ils disent « on va faire l'indépendance ». Mais la réalité, c'est que en Alberta, l'exploitation pétrolière est gérée en majorité et les profits vont en majorité à des entreprises étrangères, principalement américaines. Mais on a-tu des leçons à donner à l'Alberta, au Québec? Non. Oui, absolument. Parce qu'au Québec... Toi, tu considères qu'il y a une meilleure gestion des finances au Québec qu'en Alberta? Non, ce que je te dis, c'est que avec un montant d'argent comme ils ont reçu, moi, je pense qu'on pourrait être beaucoup plus riches que les autres le sont. Parce que oui, mais eux on aurait autres, été capable de le gérer. Ça c'est une question gouvernement par gouvernement. Ouais, mais c'est ça. là où je veux en venir, c'est que le fonds qu'on a au Québec, là, parce qu'on a mis un fonds des générations, là, on n'est pas loin du fonds de l'Alberta. Ce qui est quand même délirant quand tu y penses. Parce qu'on ne l'a pas mis sur pied il y a 50 ans. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que le Québec est parfaitement géré. Là. On s'entend là, qu'il y a des dossiers. Ça va être un autre long débat, ça. Ça va être un autre long débat. Mais là où je veux en venir, c'est que quand l'Alberta nous dit qu'il faut taxer les véhicules 200, 250 $ par véhicule pour financer l'état des routes parce que les véhicules électriques sont plus pesants et ça emmaganne plus les routes. D'abord, ça, c'est faux. Okay? C'est les véhicules lourds qui abîment véhicules lourds qui abîment les routes. Okay? Ouais, ben, un Hummer électrique, ça maganne plus les routes qu'une Kia Rio. Là. C'est pas les 18 Hummer électriques sur la route qui vont faire une on est différence. d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que, je ne sais pas si tu as vu, j'ai publié un truc là-dessus il y a quelques jours. Depuis entre 2000 et 2024, la population du Québec a augmenté de 21,5 Le nombre de véhicules légers sur les routes a augmenté de 50 Le nombre de je tiens personnellement à m'excuser aux Québécoises et aux Québécois pour le fait que j'ai acheté entre 30 et 40 véhicules. Ouais, c'est ça. Mais le nombre de véhicules commerciaux a augmenté de 67 Ça veut dire que le nombre de véhicules légers sur les routes au Québec a augmenté 2 fois plus vite que la population. Et le nombre de véhicules commerciaux a augmenté 3 fois plus vite que la population. Oui, mais les entrepôts sont rendus sur les routes. Ça, c'est un autre débat. 100 Mais tu sais, je dis souvent en blague, vous n'êtes pas pris dans le trafic, vous êtes le trafic. Ouais. On est le trafic. Oui. Parce que le gouvernement a favorisé l'asphalte versus le transport collectif dans la plupart des cas. Puis c'est sûr qu'à Saint-Ignace-de-Loyola, je ne pense pas que le métro ou le REM va passer chez nous. Mais dans la réalité, c'est que un gouvernement qui aurait eu une vision un peu plus d'avenir, il aurait développé de façon beaucoup plus accentuée que ça le transport collectif dans les grandes régions urbaines. Oui. Puis moi, les débats pu finir autour du tramway puis du troisième lien à Québec, je trouve ça délirant, là. Mais regarde, ça, c'est des choix de société parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que les choses changent, parce qu'on vit en Amérique du Nord, parce qu'on a une mentalité du tout à l'auto. Parce que moi, là, je suis pour la voiture électrique, mais si tout le monde est tout seul dans sa voiture électrique, pris dans le trafic, on ne règle pas les problèmes de congestion. Vous aimez notre entretien avec Daniel Breton, je vous invite à suivre la deuxième partie qui sera diffusée dans 2 semaines. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne pour en savoir davantage.